Alors, je parle de la médecine en vous disant ça, mais je trouve que notre société, ou le versant social, ne s'est pas plus développé pour accompagner... Alors je dis cela devant Jalmal, qui est un des hauts lieux de la résistance, me semble-t-il, à l'indifférence. Je pense vous auriez pu définir Jalmal vu comme ça, c'est-à-dire un haut lieu de l'indifférence par rapport à un événement majeur qu'est la fin de la vie et la mort. Mais notre société, elle ne fait pas beaucoup d'efforts, me semble-t-il, pour valoriser la solidarité. Il y a une forme de déliaison incroyable aujourd'hui dans nos sociétés. Le nombre de personnes âgées, je reste sur le thème des personnes âgées, qui terminent seules leur existence, voire qu'on retrouve mortes chez elles. Le nombre de personnes âgées qui finalement partent dans l'indifférence la plus totale. C'est quelque chose qui ne peut que choquer dans une société où l'essence même de ce qu'être en société veut dire signifie protéger les plus vulnérables d'entre nous dans un collectif qui, par l'entraide, garantit sa propre survie globale. Quand on n'accompagne pas les gens les plus vulnérables, on court à sa perte, me semble-t-il. Et je trouve que nous avons un défaut dans nos sociétés. L'une d'entre vous parlait de la difficulté du rapport du citoyen avec le bénévolat, par exemple. Ça perdure quand même, me semble-t-il. Même si effectivement, Jeanne Malva fait beaucoup d'efforts, mais on continue à regarder au mieux avec condescendance certaines actions de bénévolat, voire avec suspicion. Mais le bénévolat ne résume pas les solidarités. Moi, je suis stupéfait de voir que nous n'arrivons toujours pas à maintenir dans leur domicile ou dans des lieux qui seraient proches de ce qui fait sens pour la vie et la fin de la vie des personnes âgées, que nous n'arrivons pas dans notre société à maintenir les personnes dans l'endroit qu'elles plébiscitent pour finir leur existence. Comme me disait une dame âgée l'autre jour, on me met dans un EHPAD au motif que je serai beaucoup plus en sécurité. Est-ce que j'ai le droit de choisir la liberté par rapport à la sécurité? Apparemment non. Vous voyez un peu ces espèces de... Mais c'est compliqué. Regardez combien les politiques d'aide au maintien à domicile sont défaillantes dans notre société. Je parle là de solidarité qui ne sont pas du bénévolat. Je parle au contraire de la nécessité qu'il y aurait, et je pense que cela va bouger un peu dans le cadre du plan grand âge, qu'il y aurait à valoriser ces métiers de l'aide au domicile. Ces métiers de ces personnes qu'on forme mal, qu'on paye mal et qu'on accompagne mal et qu'on envoie au casse-pipe pour se confronter à la souffrance de ce que finir son existence veut dire parfois. On a un déficit de professionnels de l'aide au domicile qui est honteux, me semble-t-il. Alors même qu'on a une grande partie des personnes âgées qui souhaiteraient pouvoir, fût-ce au risque de tomber ou rester chez elles. Pourquoi n'accorde-t-on pas la possibilité dans notre société d'assumer certains risques, voire, connaissant ces risques, de les aider autrement? Il se trouve qu'au titre du comité consultatif national d'éthique, je travaille beaucoup avec les gens qui développent l'intelligence artificielle, la robotique, la domotique. C'est une des missions dont on m'a chargé. Et je suis impressionné de voir ce que l'on peut faire à domicile. Je conduis, au titre de la recherche, en ce moment, des expérimentations pour l'aide au maintien à domicile, avec de l'intelligence artificielle, des appartements connectés, qui ne sont pas si intrusifs que cela. Je vois combien, par exemple, des indicateurs de chute chez des personnes qui sont chez elles entraînent une intervention beaucoup plus rapide qu'à l'hôpital où il n'est pas rare qu'on découvre quelqu'un qui est tombé de son lit la veille au soir, compte tenu aussi du nombre de personnel dont on dispose, comme vous le savez bien, dans les établissements, et pire encore, dans les établissements médico-sociaux. Vous connaissez le ratio, au mieux une aide-soignante pour 30 personnes résidentes. S'il y en a un qui tombe, ça va, s'il y en a deux, il y en a un de trop. C'est la réalité. Je ne vous mens pas en vous disant cela. Alors, peut-être que j'avance un peu dans mon propos, oui. Je vais terminer mon propos, je pourrais
continuer largement sur cette affaire. Alors, je ne voudrais pas vous laisser à penser que je suis dans une critique systématique, sombre, que je ne crois à rien dans notre société. Je vois combien, quand même, depuis quelques années, on fait des efforts, parce qu'il y a un principe de réalité qui fait que ne pas prendre conscience de ce qui est tellement près de soi, ça devient un peu ridicule. Donc je vois bien que le précédent gouvernement, Marisol Touraine, avait fait une loi d'accompagnement par notre société du vieillissement qui est pleine de bonnes intentions, pleine de bonnes mesures. Il s'agit, enfin, il y a réellement des avancées qui sont faites. Je vois bien qu'aujourd'hui, d'ailleurs à la suite, entre autres, de l'avis 128 du Comité consultatif national d'éthique et des mouvements sociaux dans les EHPAD il y a un an et demi, le gouvernement actuel, constatant d'ailleurs que la loi de 2015 d'accompagnement par notre société du vieillissement était déjà obsolète. C'est incroyable, hein. Les réalités vont beaucoup plus vite que nos capacités à les suivre. Hein. Donc, il faut une autre loi d'accompagnement du vieillissement, il faut un plan vieillissement, on aime beaucoup les plans dans notre pays, et de toute urgence, il faut que l'on prenne des mesures. C'est un peu comme ce qui s'est passé hier face à la crise des hôpitaux. De toute urgence, on prend des mesures financières. Les mesures financières sont nécessaires, mais elles ne sont pas suffisantes pour appréhender la réalité d'un questionnement de nature existentielle pour notre société qui est posé. Donc, je crois vraiment que ce qui est j'allais dire en marche, mais ne l'entendez pas comme un signe d'obédience à quiconque. Hein. Ce qui est en marche de fait, c'est quand même la nécessité d'une prise de conscience de ce que vieillir peut vouloir dire lorsque ça n'est pas si réussi que cela. Et qu'il y a un devoir dans notre société pour la survie de nos sociétés, c'est d'accompagner ces situations de vulnérabilité. J'y crois quand même. Vous voyez un peu la relativité de de l'enthousiasme qui émane de mon propos. Je crois que face à cette réalité et cette limite à laquelle nous sommes arrivés, nous ne pouvons pas aller beaucoup plus loin. Et que nous allons avoir à réfléchir de fait dans une réforme profonde de notre société et de notre système de santé pour pouvoir accompagner ces situations que nous avons niées, me semble-t-il. Je parle là devant vous du vieillissement, mais j'aurais pu vous parler des maladies chroniques. Hein. Voici que du fait de la médecine, on peut vivre aujourd'hui très très longtemps avec des maladies qui ne guérissent pas, voire avec des séquelles gravissimes de maladies qui n'ont pas guéri. Mais on peut vivre comme ça dans une société qui n'est pas très inclusive pour les gens qui sont fragiles. J'aurais pu vous parler des 1500 personnes qui sont effectivement, par exemple, en état végétatif chronique, qui ne sont pas des vieux, qui sont souvent des jeunes, qui sont le fruit, pour bonne partie d'entre elles, des améliorations fantastiques dans l'organisation du système de santé. S'il n'y avait pas eu un hélicoptère et un transport sanitaire pour aller chercher Vincent Lambert sur l'endroit où il s'est abîmé avec sa voiture, il serait mort. Il n'est pas mort, enfin maintenant il l'est, mais il n'est pas mort dans les suites immédiates. Il a survécu. Mais ce sont les conditions de cette survie qui ont amené à tant de débats. Je trouve que même si la médiatisation est un prisme déformant, même si on entend tout et n'importe quoi de temps en temps, on est quand même appelé à réfléchir régulièrement sur la question des limites.